Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, focus sur une cordonnerie 2.0. Mais tout de suite, c'est le sommaire avec vous, Michel Picot. Bonjour. Bonjour Damien, bonjour à tous. Notre invité aujourd'hui, Henri Delaporte, cofondateur de Galoche et Patin, une cordonnerie 2.0. Ces jeunes entrepreneurs ont considérablement dépoussiéré cette activité. Dans l'actualité, la culture de la graine de moutarde qui revient en France face à la pénurie de ce condiment. Plutôt que d'utiliser des gobelets et les jeter aussitôt, pensez verre, lavez-le et séchez-le en moins de 10 secondes. C'est une machine mise en place et créée par la start-up Aoum. Certaines calanques à Marseille accessibles sur réservation, c'est nouveau. Et en Corse, des restrictions sur le nombre de touristes ont également été prises. Le rendez-vous du médiateur des entreprises avec Pierre Pelouzet, nous ferons le point 12 ans après sa création sur la charte relations fournisseurs responsables qui est devenue un label. Et puis pour terminer, le planchiste foil Florian Madec est le plus rapide de la base de vitesse de Brest. Il fabrique lui-même ses foils dans son entreprise de pièces de pointe en composite. Soyez les bienvenus. Notre invité, Henri Delaporte, cofondateur de Galoche et Patin. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Avec votre associé Sébastien Matikowski, vous avez créé Galoche et Patin, la première cordonnerie 2.0. Mais qu'est-ce qu'une cordonnerie 2.0 ? Alors, c'est une cordonnerie, somme toute, assez classique. La seule chose, c'est qu'on a choisi de digitaliser ce métier qui ne l'avait pas encore été jusqu'à l'heure actuelle et d'apporter un service qui est assez sympa. C'est qu'en fait, vous n'avez même plus besoin de chercher votre cordonnier puisque vous faites une demande sur notre site internet galocheetpatin.fr et nous venons chercher vos articles, donc vos paires, votre maroquinerie chez vous, où et quand vous voulez. Et on vous les rapporte après réparation, encore une fois, où et quand vous voulez. Donc, vous proposez déjà un service inédit dans la récupération et livraison de chaussures, mais en plus, vous réparez toutes les chaussures ? Oui, tout à fait. La cordonnerie n'est pas que pour les jolis souliers, on va le dire ça comme ça, mais pour tout le chausson, en fait, on a fait le choix d'intervenir sur presque toute la gamme du chausson. Ça veut dire bien évidemment les souliers hommes et femmes en cuir, mais également les chaussures. Donc, on va être sur des chaussons plus simples, bien évidemment sur la sneakers. Et puis, on travaille également jusque sur le chausson d'escalade, voire même les souliers de golf, par exemple. Comment vous est venue cette idée de dépoussiérer cette activité et d'en faire votre business ? Alors, c'est une histoire assez drôle, hein, il faut l'avoir vécu pour la croire. Moi, je suis entrepreneur, mon associé Sébastien l'est également. On se connaissait depuis quelques années. On s'est retrouvés fin du confinement, du premier confinement, tous les deux sans véritable fonction opérationnelle parce qu'on avait soit vendu nos sociétés, soit quitté nos directions. On s'est retrouvés, on avait tous les deux eu des expériences diverses et variées sur le métier de la cordonnerie. Soit parce que compliqué, soit parce que les horaires d'ouverture ne nous convenaient pas, mais on aimait tous les deux les souliers. Et donc, on s'est dit, mais en fait, c'est peut-être l'un des derniers métiers qui n'a pas vécu sa transformation digitale et qui plus est avec une courbe démographique, on en parlera peut-être, qui va vers une forte diminution du nombre de cordonniers en France. Et pourtant, la première mobilité, c'est la marche à pied. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, allons-y, soulevons les montagnes pour ce métier, pour leur donner ces lettres de noblesse. Vous dites en quelque sorte qu'il y a de moins en moins de cordonniers dans notre pays, mais il faut également préciser que les Français ne vont plus chez le cordonnier. Les Français achètent 6 paires de chaussures par an en moyenne et jettent les anciennes paires plutôt que de les faire réparer. Résultat, 300 millions de paires de chaussures sont jetées chaque année. Ça veut dire quoi ? Que les Français avaient oublié les cordonniers ? Alors, on pourrait en parler pendant des heures parce que je pense que tout n'est pas blanc ou noir d'un côté. Le consommateur, les marques, les cordonniers ont chacun leur part de responsabilité. Ce qui est certain, c'est que on a eu une perte d'habitude de l'entretien même simple. Le fait de mettre ses chaussures avec un chausse-pied, de les cirer régulièrement, c'est quelque chose qui n'est plus du tout dans l'ADN général de la population. À ça, effectivement, quand vous avez une paire de chaussures qui vous coûte 50 euros, vous n'allez pas mettre 20 euros de réparation de manière régulière pour la faire durer. Mais aujourd'hui, on est clairement sur un trend, sur une méga tendance, pour prendre des mots à la mode, de l'entretien, de la réparation, même je vais aller plus loin, de l'upcycling, de la personnalisation, du réemploi, de la réutilisation. Et donc, tout ça fait qu'il faut apporter
des services. Et donc, oui, il y avait cette baisse du nombre de cordonniers parce qu'ils atteignent en grande partie l'âge de la retraite. Il n'y a pas obligatoirement une relève qui arrive pour différents sujets. Et donc, aujourd'hui, il faut moderniser ce métier-là pour donner envie aux personnes d'entretenir avec un service de qualité. On est effectivement dans une prise de conscience collective sur notre consommation. Vous êtes bien dans l'air du temps. Vos réparations commencent à partir de 19 €. Mais le prix dépend bien entendu du travail à faire. L'entreprise est toute jeune. Combien êtes-vous aujourd'hui et quels sont vos projets ? L'entreprise, elle est très jeune, effectivement, parce que l'idée, comme je vous l'ai dit, elle date de juin 2020. Donc, on va bientôt fêter les 2 ans de l'idée avec Sébastien. Un grand moment d'entrepreneuriat. On a ouvert notre atelier et notre site internet le 9 novembre 2020. Donc, vous voyez que ça allait très, très vite parce qu'on ne connaissait ni l'un ni l'autre le métier. On a dû à tout apprendre, faire notre étude de marché, trouver notre chef d'atelier, Christian, qui a accepté de nous rejoindre après ces différentes années d'expérience. Aujourd'hui, on a 1 an et demi de recul. Nous avons 3 cordonniers. Nous avons notre propre livreur en interne pour la région de Paris et les villes de première couronne. On est 4 associés aujourd'hui opérationnels. Et je vais prendre la deuxième question dans la foulée. Aujourd'hui, on va multiplier par 10 la taille de notre atelier dans quelques semaines et on va réembaucher à minima 2 voire 4 cordonniers. Merci Henri Delaporte d'avoir été notre invité. Tout de suite, l'actu des entreprises et de nos territoires, le rendez-vous du médiateur des entreprises et nos reportages en région avec vous, Michel Picot. Après la sécheresse qui a sévi l'été dernier au Canada, la graine de moutarde se fait rare sur les marchés mondiaux et dans les rayons des supermarchés. La moutarde est de plus en plus difficile à trouver. Dans le Loiret, de gros industriels comme Unilever, propriétaire d'Amora Maille, fait le bonheur du producteur local Martin Pourret, implanté à Fleury-les-Aubrais dans l'agglomération d'Orléans. Sa petite entreprise spécialisée dans le vinaigre, la moutarde et les cornichons a doublé ses ventes de moutarde ces derniers mois. L'entreprise a remonté une filière de production de graines de moutarde dans le Loiret et ils avaient aussi un peu de stock, ce qui a permis de décrocher de nouveaux marchés. Reste maintenant à pérenniser cette situation. Arrêtons de jeter un gobelet immédiatement après son utilisation. Aoum, qui veut dire arrêtons l'usage unique maintenant, est une start-up qui a mis au point un lave-verre express. L'appareil, grand comme une machine à café, nettoie, désinfecte et sèche les verres en 10 secondes sans produits chimiques et elle consomme 2 centilitres d'eau par verre. L'entreprise vient de boucler une levée de fonds de 7 millions d'euros pour accélérer l'industrialisation et la commercialisation de son produit. Il faut désormais réserver le week-end et à partir du 10 juillet, ce sera tous les jours qu'il faudra réserver pour pouvoir se baigner dans la magnifique calanque de Marseille, à Sugiton précisément. La réservation est gratuite, mais il s'agit ici de limiter le nombre de touristes et de mieux protéger l'environnement. En Corse, l'accès aux îles de Lavezzi limité également cet été à 2000 visiteurs par jour contre 3500 les étés précédents. Objectif ici aussi sauvegarder le patrimoine naturel menacé. Le site accueillait dans les années 70 environ 400 visiteurs par an. Ils sont désormais 300 000 à débarquer chaque été. Et dans le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, bonjour. Nous faisons un point aujourd'hui sur la charte et le label aussi, Relations fournisseurs responsables, qui a été créé en 2010 et qui a fait son bout de chemin. Oui, bonjour Michel Picot. Effectivement, vous le savez, ça fait de nombreuses années que nous travaillons sur cette charte et sur le label qui constitue aujourd'hui ce qu'on appelle le parcours national des achats responsables. Cette charte qui regroupe les 10 bonnes pratiques à respecter pour une relation client-fournisseur équilibrée, qui devient maintenant la base du mouvement des achats responsables, a connu un succès de plus en plus fort au cours des années, puisqu'aujourd'hui nous sommes à plus de 2200 entreprises et organisations signataires. Donc on voit un gros engouement autour de cette charte. Cet engouement amène progressivement les acteurs à aller vers le label. Ce label, bien sûr, c'est plus compliqué de l'obtenir que de simplement signer une charte. Je rappelle qu'il s'appuie sur la norme mondiale que nous avons créée, la norme ISO 20400 sur les achats responsables. Mais nous avons aujourd'hui 68 acteurs économiques, entreprises grandes, petites, moyennes et acteurs publics qui ont obtenu ce label, ce qui est un mouvement assez considérable puisqu'il y a un an, on en était à 50. Donc, on a eu plus de 30% d'augmentation sur l'année 2021, ce qui veut dire qu'effectivement, ce mouvement est lancé. Ça y est, les acteurs publics et privés
rentrent dans les achats responsables par la charte d'abord et petit à petit viennent au label. Et on voit des acteurs de tout domaine, hein, si je cite les derniers qui sont venus, des entreprises comme Fnac Darty ou des communautés de communes comme Terre de Normandie ou le ministère de l'Éducation nationale. Vous voyez, on a à la fois des acteurs privés et publics, grands et petits, qui rejoignent la charte et le label. Et donc, si vous êtes intéressé, tout ça se trouve bien sûr, comme toujours, sur le site médiateurdesentreprises.fr. Vous découvrirez tout sur le parcours national des achats responsables. Et dans Éco-Région, nous allons à la rencontre du planchiste foil Florian Madec, qui est le plus rapide de la base de vitesse de Brest, des records de vitesse même un peu partout. D'ailleurs, il fabrique lui-même ses foils dans son entreprise de pièces de pointe en composite. Un reportage de Frédéric Lerenzo et de Stéphane Gézéquel de TBO. En silence, il glisse au fond de la rade de Brest à une vitesse folle. Ce jour-là, le vent souffle à 25 nœuds, mais Florian Madec va beaucoup plus vite. 36 nœuds, près de 70 km/h, à 1 mètre au-dessus de l'eau, grâce à son foil. Après près de 3 heures de navigation dans le vent fort, petit bilan. Le wish n'a pas supporté. J'aimerais bien, si possible, passer les 40 nœuds, ce serait beau, en Vmax, parce que sur 500 mètres, ça va être compliqué. Avec un record à plus de 36,66 nœuds sur 500 mètres en février dernier, Florian est le plus rapide de Brest et du monde. Même s'il a un très bon niveau, Florian n'a pas en théorie le gabarit pour atteindre une telle vitesse. Pour connaître son secret, on retrouve le planchiste dans son autre univers. Florian a monté cette entreprise de composite de pointe il y a 20 ans. On est sur de la production de pièces en matériaux composites pour la défense, pour l'aéronautique, l'océanographie. Aidés de son ami Jean-Baptiste, docteur en mécanique des fluides mais également planchiste, ils affinent leur foil et leurs connaissances depuis maintenant plusieurs années en multipliant les essais. Le fait que je sois peut-être moins puissant, moins lourd, mais je le compense par de la finesse. Sur le foil, c'est d'avoir une démarche rigoureuse en fait, d'analyse du problème. Quel est donc l'axe d'amélioration qu'on peut trouver? Quel est le principal? Et comment on le résout en fait? Et pour ça, il faut tous ces moyens-là en fait. C'est aussi intéressant de pouvoir à la fois fabriquer et utiliser, et puis faire, quand on le peut, essayer de faire quelques performances avec. Je trouve que la boucle est bouclée, c'est intéressant. C'est motivant. Voilà, ouais. Désormais, lorsqu'il se met à l'eau, le tenace Florian Madec a cet objectif, atteindre et dépasser largement la vitesse du vent. C'est la fin de cette émission. Retrouvez-la en replay sur le site de votre télévision locale, en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes et aussi à la radio. Merci, à très bientôt.